Bonsoir, merci à tous d'être ici. Je suis donc Laurent Petit, je suis gynéco à la clinique Sainte-Thérèse, c'est à Paris. Enfin, à la maternité Sainte-Thérèse, pardon. Et donc là, on va parler aujourd'hui de colposcopie et surtout les mises à jour, parce qu'il y a eu pas mal de mouvements là depuis 2020 avec le dépistage, le suivi post-thérapeutique. Et suite au congrès national de juin, le collège a proposé une nouvelle classification qui est finalement plus pragmatique et dont on rediscutera. Alors, pour le dépistage, ça c'est depuis 2020, donc le contexte épidémiologique. Le cancer du col, c'est 3000 nouveaux cas en France, dans les 3 quarts des cas chez les 25-64 ans, et le taux de couverture du dépistage est pour l'instant insuffisant. Alors, a été développé le test HPV qui permet en fait d'avoir une meilleure sensibilité, c'est-à-dire qu'on a dépisté plus de lésions, plus d'anomalies si vous voulez, mais moins bonne spécificité, c'est-à-dire qu'on va dépister des patients qui vont avoir le papilloma au niveau du col, mais pas forcément une lésion derrière. Donc ça va être tout l'enjeu en fait du dépistage et des prochaines années, on va en reparler. Mais il a quand même prouvé son efficacité en termes de réduction de l'incidence des lésions précancéreuses et cancéreuses. Et il y a intérêt aussi dans l'autoprélèvement, donc ça c'est plutôt pour les patients qui ont peur d'aller chez gynéco, d'avoir un examen, qui ont des vaginismes et qui ne sont doute pas à l'aise. Donc celles qui ont un dépistage négatif sont tranquilles. Celles qui ont un dépistage positif, malheureusement, va falloir les convaincre de pouvoir faire une colposcopie. À noter que le pic d'incidence du papillomavirus au risque, c'est entre 20 et 25 ans. C'est pour ça qu'on a là où il y a plus de risque de dépister des lésions. Mais elles ont de très fortes chances de disparaître puisque la clairance du virus à cet âge-là est bien augmentée. Donc, il n'y a normalement pas de frottis en 25 ans. Et entre 25 et 30, la prévalence reste encore élevée. C'est pour ça que le dépistage du papilloma avant 30 ans n'est pas proposé, qu'il reste encore sur le frottis. Et à partir de 30 ans, le dépistage des lésions précancéreuses, donc de la dysplasie, se fait par le test HPV. Donc c'est un frottis en phase liquide. Si le résultat est négatif, globalement, on est tranquille pendant 5 ans. Ce que je dis aux patients, c'est que si jamais vous l'attrapez même le lendemain de la consultation, le temps que la histoire naturelle du papilloma, qu'une lésion apparaisse ou quoi, on a au moins 5 ans. Si le résultat est positif, le laboratoire fera de façon systématique un frottis. Si le frottis est normal, on contrôle à 1 an. Si le frottis est anormal, donc ascus ou autre, il est indiqué de faire une colposcopie. Et le contrôle à 1 an, lorsque le frottis était normal précédemment, se fait par un autre test HPV. S'il est négativé, on est tranquille, la patiente a clairé son virus, on est tranquille pendant 5 ans. Si par contre il est positif, il y aura une colposcopie à faire, quel que soit le résultat en fait du frottis. Non, on n'est pas fait, qui n'est pas dans les recommandations, parce que le frottis peut se tromper en bien, en mal, et donc on peut avoir un frottis normal avec quand même des lésions ascus, voire LCL, et donc ça indique de faire la colposcopie. Alors souvent, le frottis est fait même quand il n'y a pas besoin dans la surveillance derrière. Son intérêt, c'est quand même de voir un petit peu l'ambiance, et c'est sûr qu'entre un frottis normal ou un frottis de bas grade, on va être plus tranquille que si la patiente a un frottis de haut grade. Et donc, pour le discours à tenir et la surveillance et également l'indication de la biopsie, on sera plus invasif sur un frottis de haut grade. Nouveauté, autre, c'est le suivi post-thérapeutique, donc après colonisation ou après laser. Avant, il se faisait donc sur les frottis tous les 6 mois, mais le frottis, on sait qu'il y a des faux négatifs, des faux positifs, que la cicatrisation cervicale induit des frottis qui peuvent être anormaux et donc faussement inquiétants. Et donc maintenant, le suivi se fait sur le papilloma, ce qui facilite franchement la vie. Donc, on va parler des CN1, des dysplasies sévères et enfin des in situ. Donc, pour les CN1, ce que rappelle le collège et l'HAS, c'est qu'il n'y a pas d'indication à faire un traitement avant 24 mois. Pourquoi ? Parce que dans 80% des cas, à 2 ans, la lésion disparaît. Il y a une cohorte au Danemark, mais je n'ai plus les références de l'étude, qui a montré que même à 5 ans, il y a 9 chances sur 10 que ça régresse, avec un risque très faible d'évolution vers un cancer. On peut même se poser la question, mais ça c'est que mon avis, de continuer à faire une surveillance annuelle si la patiente ne veut pas avoir de laser. Donc, les modalités sont les mêmes. On fait le traitement, donc on a surveillé pendant 2 ans, le CN1 il est toujours présent, pas de chance.
on fait le laser et c'est un papilloma à 6 mois. S'il est négativé, pas de problème. La patiente est donc retour dans le dépistage organisé, donc avec un dépistage tous les 5 ans. S'il est positif, on refait une colposcopie et la conjoncture est la même, c'est-à-dire que si la colposcopie est normale, qu'il n'y a pas de lésion, que la zone de jonction est bien vue, on contrôle à 1 an et ça sans limite de temps. Et si on a une lésion, on fait une biopsie et on suit les recommandations, c'est-à-dire CN1, on peut refaire un laser, CN2, on traite. Et ce sur quoi ils insistent également, c'est que si la colposcopie n'est pas satisfaisante, il n'y a pas besoin normalement de faire de cognition diagnostique. Ce sur quoi il faut insister également, c'est que quand on fait un frottis, on fait au niveau du col, mais le papilloma peut aussi, même s'il n'est pas dans le col, donc être niché dans le vagin, et donc il faut faire une vaginoscopie, donc ça c'est plutôt Lugol, et voir s'il n'y a pas une lésion qui nous semble suspecte, la biopsier et la traiter si jamais il y a besoin. CIN2-3, donc les dysplasies sévères. Dans ce cas-là, ce qui est recommandé, c'est le traitement par conisation. Et le suivi se fait à 6 mois de la conisation par le test papillomavirus. S'il est négativé, c'est nickel, la patiente n'a plus de virus, on peut être très rassurant. Et le suivi se fera tous les 3 ans, sans limite de temps, par le dépistage du papilloma. Ce qui rappelle également, c'est que quel que soit l'état des marges, donc si les marges, même si les marges ne sont pas saines, c'est-à-dire qu'il restait de la lésion derrière, il n'y a pas d'indication à faire une deuxième conisation, ce qui était fait avant, parce que la patiente se bat contre moins de virus. Il y a eu la coagulation qui a brûlé quelques millimètres derrière, donc ça ne veut pas dire qu'elle est, même si elle est plus de récidive, on n'a pas besoin d'aller plus loin dans le traitement. Si le papilloma est positif, colposcopie. Si elle est normale et qu'il n'y a pas de lésion, on contrôle tous les ans, avec un rappel sur ne pas hésiter également à faire la vaginoscopie et être sûr qu'il n'y ait pas du papillomavirus au niveau du vagin. Si on trouve une lésion, biopsie, et de la même façon, si on retrouve de la dysplasie sévère, il faut refaire une conisation. On peut faire une conisation plus élective, mais en tout cas, il est plutôt recommandé de la traiter. Et si la colposcopie n'est pas satisfaisante, pas de conisation systématique et le type de frottis qui a été fait, parce que quand on trouve le papilloma, souvent le laboratoire fait quand même le frottis. Il faut s'aider d'un petit peu les outils dont on a à notre disposition, avec le curetage dans le col qui peut apporter des informations intéressantes pour suivre la patiente. Pour l'adénocarcinome in situ, le traitement de référence est donc l'hystérectomie. Cependant, il y a des patients qui peuvent avoir des papillons, qui sont jeunes, qui ont encore un désir de grossesse, et donc sous réserve d'une surveillance active et avec une patiente qui est compliante, on peut se limiter à la conisation, et parfois derrière c'est découvert sur des pièces de conisation. Et dans ce cas-là, on peut continuer à surveiller les patientes avec toujours l'examen du vagin. Dans ce cadre-là, le papilloma a quand même plus de temps à se négativer. Il faut savoir rassurer la patiente et de la même façon, et on insiste beaucoup dessus, c'est l'examen du vagin. J'ai par exemple une patiente à qui j'avais fait une conisation, on a découvert l'adénocarcinome in situ. Donc j'ai fait passer un RCP à la salpêtrière avec qui je travaille. Elle voulait encore des enfants, elle était jeune. Donc, on a continué à surveiller et j'ai surveillé pendant 2 ans. Elle avait toujours le papilloma. La colposcopie était satisfaisante. Et finalement, au bout des 2 ans, j'ai fait une biopsie sur une lésion vaginale qui était du VIN3. On a fait du laser dessus et au 6 mois des lasers, elle a négativé son papilloma, donc on est hyper rassurant. Par contre, dans ce cadre-là, le risque de cancer est quand même bien plus élevé que le risque de récidive et d'évolution vers un cancer est plus élevé que pour une dysplasie sévère. Et donc là, le contrôle il sera de façon annuelle, même si le papilloma est négativé, et pas tous les 3 ans comme pour les dysplasies sévères. Et enfin, alors le topo est vraiment très rapide, je ne pensais pas que c'était aussi rapide que ça. La nouvelle classification proposée par le Collège des gynécos lors du congrès de juin. Donc, il y avait les classifications TAG 1B, 2A, 2B. C'était un peu compliqué et
pas forcément sur le plan clinique et pragmatique très pertinent. Donc, globalement, on cote maintenant en tag 1, tag 2 et tag 3. Tag 1, ça a l'air plutôt d'être de la dysplasie légère. Et donc, toujours, c'est la colposcopie sans préparation, puis l'application de la cysthétique et enfin le Google. Donc, en tag 1, on est en sans préparation, on peut avoir une zone rouge centrale, globalement, c'est l'ectropion. Des vaisseaux qui sont normaux, qu'on voit mieux donc, avec le filtre vert, une vascularisation qui est fine et régulière. Un acide acétique, une acidophilie qui est homogène sur l'exocole, qui est peu intense, sans relief, avec une surface qui est régulière. Typiquement, une ponctuation rouge ou des mosaïques fines, et l'absence d'orifice glandulaire cerné et pas de congestion. Et au Lugol, c'est une zone qui est iodonégative, qui peut être homogène ou non, et qui correspond à la zone acidophilique. Alors, il faut garder en tête quand même que donc, la colposcopie n'est pas un examen qui est diagnostique, ça nous permet de repérer la zone qui nous paraît suspecte, et donc, donc on a besoin de l'histologie, donc de la biopsie, pour être sûr de le diagnostic. Tag 2, anomalie dans ses côtés, anomalie majeure et donc plus forte suspicion de dysplasie sévère. On a sans préparation une zone rouge qui est congestive, il n'y a pas d'ulcération. À l'acide acétique, on a une acidophilie qui est franche, qui est épaisse, intense, d'apparition rapide. On a des orifices glandulaires qui sont cernés, plus ou moins déformés, une surimpression vasculaire. On peut avoir un bord rouge qui est périlésionnel, le signe du torchon, le signe de la bordure interne. Alors ça, ils ont pas mal insisté dessus sur le congrès, au congrès, pardon. Et donc, c'est le signe de la bordure interne, c'est c'est des zones de tag 2, mais qui sont plus proches de l'orifice et qui sont en interne par rapport à la zone de jonction, en fait, si vous voulez. Et donc, il faudra biopsier. Et l'acidophilie en relief, bien sûr. Le Lugol, c'est une zone iodonégative qui est homogène, parfois jaune paille, qui correspond à la zone d'acidophilie. Et de la même façon, il faut regarder des lésions au niveau du ballon. Donc, en fait, finalement, ça a regroupé les signes qu'on connaît tous, qui nous font plutôt dire c'est une dysplasie légère, plutôt dysplasie sévère. La classification est donc plus simple, plus facile à utiliser pour nous. Et donc, mais de toute façon, il y aura besoin de faire la biopsie pour savoir exactement ce qu'il en est. Et enfin, tag 3, c'est pas compliqué, c'est la suspicion de lésion infiltrante. C'est-à-dire qu'on n'a presque pas besoin de faire une colposcopie parce qu'on voit une lésion qui semble déjà être un cancer malheureusement. Donc c'est une lésion qui est bourgeonnante ou friable, qui est avec une ulcération, avec des vaisseaux qui sont réguliers, larges, non arborescents. L'orifice cervical peut être déformé. À l'acide acétique, une acidophilie qui est très marquée, hétérogène, d'apparition rapide et épaisse. Et le Lugol ne permet pas, du coup, dans ce cas-là, en fait, n'est pas vraiment informatif. Enfin, elle sera la dernière diapo, c'est vraiment très rapide. Le compte-rendu de la colposcopie, que doit-il contenir? Donc déjà, est-ce que la colposcopie est interprétable ou pas? Et si elle ne l'est pas, pourquoi? Donc, globalement, est-ce qu'on a vu la zone de jonction ou pas? Est-ce que le grade, c'est-à-dire est-ce que c'est une tag 1, tag 2, une tag 3 ou pas de zone de transformation atypique, pardon. Est-ce que la zone de jonction est bien visible? Donc, est-ce qu'elle est interprétable ou pas? Donc, ZT1, pour rappel, elle est visible. ZT2, elle est visible avec une partie dans l'endocole. Et ZT3, en fait, elle est non visible au moins en partie. S'il y a des lésions, sur quel pourcentage on retrouve la lésion sur le col? Est-ce qu'on a fait une biopsie, oui ou non? Et sa localisation. L'épithélium glandulaire est-il normal ou pas? Et ça, c'est en rapport avec l'inner border sign. Et au niveau du vagin, est-ce qu'on retrouve des anomalies? Donc, celui-là, il n'est pas fait en routine, mais sur des papillomas qui persistent ou sur des papillomas qu'on retrouve en post-traitement, il est important aussi de regarder le vagin. Pour finir, avec ces nouvelles recommandations, notamment en fait, avec le dépistage du papilloma, le dépistage des dysplasies par le papilloma,
Donc, c'est depuis 2020 qu'on fait ça et on se retrouve avec des patientes qui ont des papillomas qui persistent avec des frottis normaux et on a l'impression quand même de faire du coup des colposcopies un petit peu pour rien. On espérait qu'ils arrivent à nous donner une conduite à tenir, soit avec des facteurs de risque, soit on ne sait pas trop quoi s'attendre pour nous dire si c'est certaines patientes qui veulent me le faire, chez d'autres on peut surseoir à la colpo. Malheureusement pour l'instant on ne peut pas faire et ce pour deux raisons. Un, parce que sur un papilloma même à frottis normal, dans 20% des cas, il y a une dysplasie sévère à 5 ans. Donc, la patiente, dans les 5 ans, elle a quand même des risques d'avoir un dépistage d'une dysplasie qui nécessite une intervention. Et autre chose, on n'est pour l'instant pas capable de faire la différence entre un virus qui va rester quiescent, parce que parfois on a des patients qui font ça pendant des années et le virus ne se réplique pas, et un virus qui va devenir actif. Et donc, il y a des recherches qui sont en train d'être faites sur des marqueurs qu'on pourra utiliser sur les frottis, qui nous diront si le virus arrête de s'activer ou pas. Et donc, peut-être à ce moment-là, sur un papilloma persistant et un frottis normal, avoir une information supplémentaire pour dire si on doit faire une colposcopie ou si on n'est pas obligé de la faire. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais là j'en vois une. Après hystérectomie pour adénocarcinome, à quelle fréquence doit-on faire le test HPV pendant combien de temps? On peut revenir sur la diapo. J'y arrive. Le traitement, en fait, le dépistage se fera donc toujours sur le papilloma, sur le fond vaginal, et il se fera au début à 6 mois, et puis après, en fait, on va rester sur la même fréquence, tous les 6 mois, 1 an, selon ce qu'on retrouve. Et de la même façon, une patiente qui a une dysplasie sévère, ou qui a une colonisation, qui a une hystérectomie, on reste sur un dépistage du papilloma sur le fond vaginal, dans le cadre du dépistage en fait, d'une lésion vaginale.